Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à ce nouveau débat organisé par Objectif France entre, d'un côté, Alexandre Delval, expert en géopolitique, que je remercie chaleureusement d'avoir bien voulu accepter cette invitation, et Rafik Smati, président fondateur d'Objectif France et entrepreneur dans le numérique. Alors, nous allons être ensemble pendant environ 1 heure et demie avec deux temps dans cette séquence. Donc, tout d'abord, un échange, un débat entre Rafik Smati et Alexandre Delval sur le sujet de ce soir, c'est-à-dire quelle est la meilleure stratégie pour vaincre l'islamisme à la fois en France, mais plus largement en Europe. Et ensuite, une séquence d'environ une demi-heure de questions-réponses avec ceux et celles qui nous écoutent, avec le public. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions sur la messagerie dédiée, donc sur la page Facebook d'Objectif France. Alors, messieurs, si vous me permettez, je vais vous donner au public quelques éléments biographiques vous concernant. Donc, Alexandre Delval, vous êtes géopolitologue, comme je l'ai dit, vous êtes essayiste franco-italien, éditorialiste, donc antérieurement chez François, dans un certain nombre de journaux italiens également, et encore aujourd'hui en France, en tout cas à Atlantico. Vous intervenez dans un certain nombre de cénacles divers et variés, dans des grandes écoles comme l'IPAG ou comme l'École supérieure de commerce de La Rochelle, dans différentes institutions, à la fois françaises, italiennes et même plus largement européennes et même internationales, un certain nombre de laboratoires d'idées, comme par exemple le Center of Political and Foreign Affairs, qui est donc un laboratoire d'idées, un think tank, comme disent les anglo-saxons, extrêmement connu et reconnu, et qui rassemble des hommes et des femmes politiques de très haut niveau régulièrement, dont des anciens prix Nobel. Alors, ce que je note, Monsieur Delval, c'est que vous êtes l'un des premiers à avoir tiré la sonnette d'alarme dès les années 90, donc juste après la chute du monde communiste et de l'Union soviétique, et bien avant les attentats du 11 septembre 2001. Vous avez tiré la sonnette d'alarme sur le danger de la montée de l'islamisme à un moment où l'Occident sortait donc de cette guerre froide vainqueur, notamment en s'étant allié avec des mouvements islamistes, notamment en Afghanistan, pour contrer le monde communiste. Donc ça vous a amené à publier de nombreux essais, de nombreux ouvrages sur donc différents sujets, la Turquie, l'islamisme, la Syrie, le terrorisme, la persécution des chrétiens, et plus largement sur la faiblesse des démocraties face à ce nouveau totalitarisme. Alors, pour ce qui me concerne, j'ai tout particulièrement noté cet ouvrage qui m'a fait vous découvrir, monsieur Delval, les vrais ennemis de l'Occident, du rejet de la Russie à l'islamisation des sociétés ouvertes, et qui est un ouvrage tout à fait bien évidemment en phase avec le sujet de ce soir. Donc, un ouvrage extrêmement documenté, avec une démonstration quasi chirurgicale. Donc, c'est assez impressionnant de voir un petit peu votre capacité à rassembler des sources extrêmement diverses pour appuyer donc votre démonstration qui n'est pas démentie à ce jour. Et j'ai noté quelques points en forme d'introduction, sans déflorer le sujet, mais pour donner à ceux et celles qui nous écoutent quelques points de repère. Donc, vous estimez que au sortir de la guerre froide, les pays de l'OTAN, finalement, n'ont pas changé leur logiciel et considèrent toujours, notamment la Russie, peut-être maintenant la Chine, en tout cas essentiellement la Russie, comme le principal ennemi, et peut-être en sous-évaluant, en tout cas jusqu'à présent, la menace islamiste. Et à côté de cette erreur sur l'ennemi, il y a aussi quelque part des erreurs sur les amis, puisque officiellement, nos pays occidentaux sont toujours les alliés d'États qui sont, je dirais, qui cherchent à promouvoir ce panislamisme mondial, une vision de la société autoritaire, voire totalitaire, donc les pays du Golfe, bien évidemment, mais on pense aussi à la Turquie néo-ottomane, on pense également au Pakistan, et on pense aussi à des organisations internationales comme l'Organisation de la coopération islamique ou la nébuleuse des frères musulmans qui irrigue l'espace musulman sunnite avec une vision qui s'oppose à la vision de la société qui a cours en Occident. Et quelque part, on pourrait d'ailleurs penser que ce positionnement de l'Occident a eu comme point d'orgue
l'appui aux révolutions, je dirais au printemps arabe, hein, qui ont renversé des États certes autoritaires, mais qui avaient une vision beaucoup plus sécularisée de l'islam, en tout cas beaucoup plus compatible avec les valeurs occidentales, et donc des printemps arabes qui, hélas, ont accouché ou accouchent souvent d'un hiver islamiste, ou au moins d'un automne islamiste. Et pour terminer, donc, ce que je note également, c'est que et on pourra en débattre, c'est tout l'objet de ce soir, hein, c'est vous estimez que pour résister à cette vague, à ce nouveau totalitarisme, il faut vraiment que l'Occident change de logiciel, change de stratégie, euh, avec en identifiant bien évidemment plus clairement l'ennemi et avec une approche globale, à la fois dans le jeu diplomatique, à la fois dans nos interventions militaires aux quatre coins du globe, et aussi et surtout dans nos politiques publiques dans nos propres pays. Et vous pointez du doigt cette contradiction, c'est que l'Occident est souvent très allant pour défendre les droits de l'homme aux quatre coins du monde, même parfois au mépris du droit international. On pense au Kosovo, mais plus récemment, et en lien avec le sujet de ce soir, en Syrie, où Emmanuel Macron a fait bombarder ce pays sans l'accord de l'ONU, alors que d'un autre côté, on est souvent, je pense, hein, après c'est l'objet de ce soir, de ce débat, plus pusillanime quand il s'agit de défendre ces mêmes valeurs sur notre propre territoire. Alors, Rafik Smati, quant à vous, vous êtes président fondateur d'Objectif France, donc, qui est un mouvement né en 2014 et qui s'est mué en parti politique en 2018 et qui a affronté pour la première fois le suffrage universel l'année dernière lors des municipales. Et donc, c'est un jeune parti politique qui a des élus désormais aux quatre coins du territoire. Sur le plan professionnel, vous êtes donc un entrepreneur dans le numérique à la tête d'une PME qui a des marques relativement connues du grand public, hein, comme Dromadaire, hein, les cartes de vue virtuelles, ou Print, l'impression en ligne, concurrent donc, du géant américain en la matière Vistaprint. Et vous êtes également l'auteur de plusieurs essais sur des sujets finalement assez variés, mais qui ont comme ligne directrice la conviction que la France peut opérer un sursaut, que la France a des capacités pour rebondir au XXIe siècle, pour innover, mais à la condition, et ça nous renvoie au sujet de ce soir, d'être relativement fier de son histoire et sur ses bases, sur ses valeurs. Donc finalement, une formule que vous appréciez beaucoup, c'est des racines et des ailes, mais pour avoir des ailes, faut-il encore avoir des racines solides. Parmi ces ouvrages, donc French Paradise, Révolution Y, vers un capitalisme féminin et Éloge de la vitesse. Alors, passé ces éléments biographiques que vous pourrez bien évidemment compléter hein, si vous le souhaitez, rentrons dans le vif du sujet, si vous me permettez, en abordant les constats peut-être, hein, quelques éléments de constat avant d'aborder les causes et puis surtout la stratégie, la sortie de crise qu'on espère tous. C'est quels sont les éléments selon vous, les plus saillants, les plus visibles pour les citoyens que nous sommes, de cette islamisation de nos sociétés dites ouvertes, à nos sociétés occidentales, de nos démocraties. Alors, Monsieur Delval, peut-être si vous pouvez commencer. Tout d'abord, merci de cette invitation. Merci pour votre présentation. Vous avez mieux résumé mon livre que moi-même. Et merci à vous et à Rafik Smati, dont j'admire le travail. Je suis honoré d'être parmi vous, Objectif France, ce soir, parce que vous avez une vision très éclairée, mesurée, en même temps sans concession, que je partage tout à fait. Et justement, pour ce qui concerne le constat, premièrement, et vous l'avez très bien dit, déjà, qu'est-ce qu'un ennemi? En quoi l'islamisation serait un ennemi? Parce que on peut très bien se poser la question. Il y en a qui peuvent dire islamiser, christianiser, c'est le droit de n'importe qui. L'islamisation et l'islamisme radical, premièrement, n'est pas un ennemi forcément en soi. Il y a des pays islamistes comme par exemple les Émirats arabes unis, ou très islamiques, hein, où il y a quand même des sources de la charia à l'origine de la Constitution, qui ne sont pas des ennemis. L'islamisation est une menace et l'islamisme est un ennemi lorsqu'il vient contredire nos valeurs fondamentales, sachant qu'un acteur géopolitique, il est composé, et vous l'avez bien appris mieux que moi à l'école militaire, un territoire, une population et des institutions qui s'appuient sur des valeurs fondamentales. Si on attaque le territoire, on a affaire à un ennemi. Si on attaque notre population physiquement ou en la retournant
contre ses dirigeants légitimes, c'est un ennemi, ou alors quand on attaque les valeurs et les institutions, on a affaire à un ennemi. Et l'islamisme n'est pas gênant parce que c'est une foi qui se propage. Il y a des prosélytes chrétiens, bouddhistes, musulmans qui sont pacifiques. L'islamisme est un problème lorsque, au nom de la foi et de la liberté de transmettre sa foi, c'est en fait une loi qui vient avec, celle de la charia, qui est une loi totalitaire et qui veut s'imposer et qui, à terme, de toute façon, doit prendre la place des lois des sociétés mécréantes. Donc, l'islam en tant que foi ne pose pas de problème. Ce qui pose un problème, c'est un islam qui n'a pas renoncé à sa dimension politique conquérante. Alors, certains vont dire, oui, mais c'est plus l'islam. Si, parce que ce qui compte, c'est la foi. Un jour, l'imam Boubacar, le recteur de la mosquée de Paris, me disait, être musulman, c'est surtout respecter 5 piliers. Et c'est des piliers qui peuvent être respectés comme un chrétien ou un juif respecte ses propres piliers. D'ailleurs, il y en a moins que dans le judaïsme. Dans la pratique de tous les jours, c'est presque moins contraignant encore que le judaïsme. Donc, on peut réussir l'intégration de l'islam. L'islam est soluble dans la République s'il reste simplement une religion. Mais quand l'islamisation ne veut pas dire adhérer à une nouvelle foi, c'est le droit de chacun en République, mais quand l'islamisation signifie des règles exceptionnelles, sortir du droit commun, demander des règles, des coutumes, des dispositions, des territoires, des zones séparées, d'où le mot très juste de Macron, séparatisme islamiste, au nom d'une loi qui pourrait très bien être changée, car Mahomet n'a pas tout prévu et la loi islamique, en grande partie, vient d'autres textes encore que celui du Coran, qui était assez flou sur pas mal de choses. Il y a déjà des inégalités dans le Coran, mais les dispositions juridiques que les islamistes veulent imposer au monde entier, c'est les dispositions qui ont été faites par les hommes. Donc, ça n'enlève à rien aux musulmans que de renoncer aux dispositions politiques et temporelles conquérantes. Et en tout cas, c'est notre droit d'accepter d'une religion que ce qui n'est pas dangereux pour notre société, puisque, je le répète, l'islam, c'est une foi, mais c'est aussi une pratique et c'est du temporel, du politique et même des dispositions guerrières. Donc voilà, l'islamisation est dangereuse quand c'est un programme fondé sur la charia qui est en œuvre. Or, il se trouve qu'on a des organisations, les frères musulmans, qui adhèrent à ce projet, pas uniquement spirituel, qui ne pose pas de problème, mais politique, ce projet de la charia comme source de la loi. Et d'ailleurs, l'idéologie même des frères musulmans, que l'on peut retrouver dans leurs textes, hein, ce n'est pas une interprétation, consiste à, leur programme, c'est en France, le Coran est notre constitution. Ils l'écrivaient il n'y a encore pas très longtemps clairement sur leur site internet. C'est l'une des devises des frères musulmans. Et surtout, notre programme est d'étendre les lois d'Allah sur la terre entière. On voit bien les lois d'Allah, pas uniquement la foi. Quand on veut étendre ses propres lois qui contiennent 3 grandes inégalités, maître-esclave, chrétien, pardon, musulman, non-musulmans et hommes-femmes, quand on veut étendre des lois temporelles qui contiennent de grandes inégalités fondamentales, parce qu'on a une lecture politique temporelle de la religion, c'est une menace. Donc les frères musulmans sont une véritable menace et ils détiennent de très nombreux lieux de culte en Occident, des milliers de lieux de culte en Occident, y compris aux États-Unis. En Angleterre, ils ont littéralement pignon sur rue, comme en Allemagne où ils travaillent avec des milieux turcs sur lesquels je vais revenir, et en France, on le voit bien, hein, ils sont tellement rusés que bien qu'étant contre les dispositions prévues par Macron, sa loi et ses demandes de faire une charte des principes de l'islam, etc., les frères musulmans ont fini par signer cette charte alors qu'au départ, ils ne le voulaient pas. Ils ont été très malins parce que la spécificité des frères musulmans par rapport à des salafistes durs ou par rapport au mouvement tablique indo-pakistanais ou par rapport aux 2 centrales turques qui n'ont pas signé cette charte et donc quelque part qui ont été assez francs, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas adhérer aux principes républicains. Les frères musulmans ont fini par la signer à 3 heures du matin, le jour où les autres n'avaient pas signé. Parce que les frères musulmans ont un programme totalitaire chariatique, suprémaciste, avec en plus une dimension très antisémite et christianophobe et très anti-occidentale, mais ils ont la malice pour s'infiltrer dans les sociétés, de manier la taqiyya ou la ruse de guerre. Les sunnites disent plutôt la ruse de guerre. Taqiyya, c'est plus chiite, même si c'est popularisé. Et ils ont la capacité de renier ce qu'ils pensent
pour avancer masqué et mieux pénétrer la société. Donc c'est une véritable menace, en plus subversive, qui n'est même pas frontale, contrairement aux salafistes durs qui annoncent la couleur, qui ne respectent rien de ce qui n'est pas mécréant. Ensuite, il y a les islamistes turcs, le mouvement, notamment Millî Görüş, dont on parle ces jours-ci avec la fameuse mosquée de Strasbourg, cofinancée par les socialistes, parce que c'était avant les Verts et ensuite les Verts qui ont repris le dossier. Les islamistes turcs sont dangereux. Pourquoi? Parce que globalement, le Millî Görüş adhère à la même philosophie que les frères musulmans. D'ailleurs, il s'inspire des frères musulmans et de l'islamisme pakistanais. Donc, frères musulmans, islamisme turc du Millî Görüş et islamisme pakistanais sont trois grands courants. Si on rajoute le salafisme pur et dur saoudien ou du Golfe, hein, le salafisme classique, qui en fait est autant salafiste que les frères musulmans, parce que ça, pour la petite histoire, les frères musulmans adhèrent au salafisme, mais un salafisme réformiste capable justement de s'adapter de manière plus maligne. Mais donc, il y a les frères musulmans, les salafistes purs et durs, le tabligh pakistanais et d'autres centrales pakistanaises, Jama al-Islami, etc., et l'islamisme turc du Millî Görüş. Mais ça s'est aggravé ces dernières années, car depuis qu'un héritier du Millî Görüş, organisation islamiste pour la petite histoire, qui a été créée en Occident lorsque l'islamisme politique était totalement combattu en Turquie jusqu'aux années 90. Donc c'est un mouvement aujourd'hui qui est au pouvoir en Turquie, car Erdogan, avec l'AKP, est un héritier de cette grande matrice de l'islamisme turc qu'on appelle Millî Görüş. C'est la vision de la communauté nationale, qu'on traduit à tort vision nationale, c'est plutôt vision de la communauté nationale, c'est-à-dire la Ummah, la communauté islamique mondiale dont les Turcs devraient être les leaders, les patrons, parce qu'il y a une vision suprémaciste, doublement suprémaciste, à la fois les Turcs comme les meilleurs et l'islamisme qui doit dominer l'humanité. Et ce Millî Görüş, jadis, était en guerre avec l'islam d'État que Atatürk, grand laïc, avait intelligemment mis à sa place. Atatürk voulait que l'islam ne s'occupe que de religion, ce que j'ai dit au début de mon propos. Ça montre qu'un pays musulman lui-même peut le penser et le mettre en application. Et le Millî Görüş a été fondé en Allemagne par Erbakan, le père spirituel d'Erdogan, qui a eu déjà un poste de Premier ministre dans les années 90, lorsqu'Erdogan est devenu maire d'Istanbul, avant d'être Premier ministre puis président. Et ce mouvement, donc, a pignon sur rue en Occident, et il a repris il a repris le pouvoir en Turquie elle-même en 2002 lorsque l'AKP est arrivé au pouvoir. C'est en fait l'islamisme héritier du Millî Görüş qui prend le pouvoir. Et du coup, l'État turc se réislamisant au sens islamiste du terme, eh bien, l'islam d'État du ministère des religions, le Diyanet, dont les consulats gèrent les institutions à l'extérieur, que le fameux DITIB, représenté d'ailleurs au sein du Conseil français de culte musulman, et eh bien, l'islamisme turc a fini par converger avec l'islam d'État turc, qui lui était un islam purement spirituel qui combattait l'islam politique. Pour résumer, l'État turc gérait un certain nombre de mosquées avec les consulats qui répondaient aux demandes du ministère Diyanet du culte en Turquie, qui était à l'époque donc en quelque sorte freiné, encadré par le kémalisme. Depuis que le kémalisme est détruit par Erdogan, l'islam d'État turc a pratiquement le même objectif et la même vision du monde islamiste et prosélyte et conquérante que le Millî Görüş. C'est pour ça qu'il y a deux grands courants en France de l'islamisme turc aujourd'hui. L'islamisme classique, fondé en Allemagne par le maître spirituel d'Erdogan, qui était Erbakan, qui a pris le pouvoir ensuite en Turquie, et Erdogan est l'héritier du Millî Görüş, et l'islam d'État devenu islamiste. Donc, nous avons aujourd'hui un État, la Turquie, qui est capable de sponsoriser avec ses moyens diplomatiques, avec la légitimité, entre guillemets, que cet État détient en tant qu'allié de l'Occident depuis la guerre froide et membre de l'OTAN. Donc, c'est d'une gravité extrême qu'aujourd'hui, les frères musulmans et l'islamisme turc travaillent ensemble, car il y a non seulement le Qatar et le Koweït qui finance beaucoup les frères musulmans et d'autres mouvements islamistes, mais aussi il y a un État qui est partie prenante des institutions internationales occidentales, notamment
l'Alliance Atlantique, et l'Alliance Atlantique ne sait pas comment se débarrasser de la Turquie aujourd'hui, et la Turquie en plus menace 2 États européens. Donc c'est une menace idéologique pour conclure, la Turquie aujourd'hui, car elle incite les musulmans à ne pas s'intégrer, et c'est ça le problème, hein. Je répète, ce n'est pas la foi d'un musulman qui est un problème, absolument pas. Le problème, c'est quand il y a une dimension politique et conquérante avec une volonté de retourner les institutions à terme, c'est-à-dire de dominer et d'écraser les valeurs des mécréants qui sont des valeurs à combattre. Et aujourd'hui, la Turquie est partie prenante de ce projet, et c'est pour ça qu'Erdogan a comparé à plusieurs reprises l'intégration et l'assimilation à un crime contre l'humanité et un génocide progressif. Ça veut dire que quand on demande à un Turc de s'intégrer comme un fils d'Italo-espagnol comme moi ou un fils de toute autre origine comme tant d'autres l'ont fait, eh bien pour Erdogan, c'est un crime contre l'humanité. Et donc, si c'est un crime contre l'humanité, il a le droit d'y répondre aussi violemment. D'ailleurs, il a averti récemment que quand l'Autriche, en 2013, avant que les populistes arrivent au pouvoir, quand l'Autriche a voulu expulser des imams turcs islamistes qui prêchaient à la fois le suprémacisme turc, le négationnisme et un islamisme très radical antisémite, anti-mécréant, Erdogan a dit ça va être un choc de civilisation et ça va être les nouvelles guerres de religion. C'est-à-dire que quand on veut maîtriser notre destin et faire un islam compatible avec nos valeurs, on a aujourd'hui le chef d'État d'un pays soi-disant allié qui se permet de dire que ce sera la guerre. Enfin, c'est d'une gravité extrême. Même le Qatar n'a jamais osé aller aussi loin. Même l'Arabie saoudite n'a jamais osé aller aussi loin. Voilà, donc j'espère que j'ai assez clairement décrit cette menace. Nous sommes menacés donc par des institutions internationales et malheureusement des États, y compris amis, d'où le fait que nous devons changer notre logiciel, puisque comment pouvons-nous combattre le Qatar, la Turquie, l'Arabie saoudite, un peu moins maintenant avec MBS, mais jadis, et le Pakistan, donc des États qui ont un projet d'embrigadement de nos citoyens français, car beaucoup sont français. Et donc là, c'est une ingérence. S'ils s'occupent que de citoyens étrangers encore, mais là, ils s'occupent de citoyens qui sont majoritairement devenus français, eh bien aujourd'hui, on ne peut pas combattre cet ennemi, puisque ce sont nos alliés avec qui nous avons beaucoup d'accords, qui organisent ce que j'appelle la stratégie de la désassimilation de nos propres citoyens. C'est une ingérence directe et ça, c'est l'une des définitions d'une menace. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, M. Delval, d'avoir brossé ce panorama et quelque part, on en conclut à une espèce de convergence des luttes, ce qui est d'autant plus inquiétant. Rafik Ismati. Le panorama que vient de dresser Alexandre Delval fait froid dans le dos, mais il est hélas clairement justifié. Vous avez d'un côté, et la nuance qui a été émise par M. Delval est importante, il y a d'un côté la foi, mais j'ai envie de vous dire, la foi sur le terrain politique, quelque part, ça ne nous regarde pas. Ce sont deux terrains qui sont complètement différents. Mais il n'y a pas que ça. Et ce dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas la religion musulmane telle qu'elle est pratiquée par 1,5 milliard de personnes qui, pour la plupart d'entre elles, le vivent dans la paix et dans la tolérance. Non, le sujet, et effectivement c'est un sujet qui est central dans notre société aujourd'hui, ce n'est pas l'islam, c'est l'islamisme. Et l'islamisme est un totalitarisme, en particulier dans les pays tels que le nôtre. Pourquoi il est un totalitarisme? C'est parce qu'il vient s'opposer aux 3 piliers fondamentaux de notre République: la liberté, l'égalité et la fraternité. Les fondamentalismes islamistes sont par nature les ennemis de la liberté, par nature. Et ils rêvent d'une société dans laquelle tout est régenté et en réalité où la condition humaine est rabaissée au niveau le plus bas. L'égalité, commençons par l'égalité homme-femme, qui était évidemment un sujet extrêmement important et qui est l'une des discriminations majeures qui est pratiquée par les islamistes. Et puis la fraternité. Nous, la France, qui sommes dans une logique universaliste, où on considère que, quelle que soit son origine, quelle que soit sa condition sociale, quelle que soit sa religion, nous faisons partie d'une seule et même communauté, qui est la communauté nationale. Eh bien, le fondamentalisme islamiste vient évidemment s'opposer frontalement à cette vision universaliste et fraternelle qui est portée, qui est dans les gènes de la République française. M. Delval a donné à juste titre
l'exemple de Erdogan. L'exemple d'Erdogan est extrêmement intéressant parce qu'il nous permet de mettre en lumière les constats que nous dressons et le problème qui se pose à nous, mais il apporte paradoxalement une partie de la solution. Erdogan, il ne s'en cache pas, a un projet, un grand projet. Rétablir l'Empire ottoman à horizon 2053. Pourquoi 2053 ? Parce que 2053 marque les 600 ans de la chute de Constantinople, avec une dynamique extrêmement forte. Et il se sert de ce projet impérialiste pour justifier d'ailleurs sa médiocrité politique sur son territoire et puis pour essayer d'embarquer tout son peuple derrière lui. Et il est dans cet objectif justement extrêmement ambitieux, extrêmement galvanisant à 30, 40 ou 50 ans. Et c'est probablement ce qui pêche aujourd'hui dans les démocraties occidentales. J'ai souvent donné l'exemple de l'Empire romain. C'est une époque de l'histoire qui me passionne, vous le savez. Et l'Empire romain était gouverné par un idéal de conquête, n'ayons pas peur des mots, un idéal de grandeur, qui était celui de romaniser la Méditerranée, c'est-à-dire de faire en sorte que l'esprit de Rome soit diffusé partout autour de la Méditerranée. C'était porté par Jules César, qui n'était pas un empereur, mais ça a été porté par Auguste, qui était le premier empereur de Rome, et par tous les empereurs qui l'ont succédé. Et c'est ça qui a porté Rome. Et c'est ça qui a créé l'Empire romain et la civilisation romaine, qui est devenue d'ailleurs l'une des civilisations les plus abouties de l'histoire de l'humanité. Mais à partir d'un moment, vous avez eu un certain nombre d'empereurs que je qualifie souvent à titre de clin d'œil d'empereurs progressistes ou socialistes qui ont commencé à se dire mais pourquoi cet esprit de conquête, pourquoi les guerres, pourquoi conquérir la Méditerranée et plus loin encore, ou la Germanie. On est bien là chez nous, on va se construire des terres, on va profiter de la vie, on va se faire masser les pieds. Et c'est comme ça que Rome a commencé à s'effriter de l'intérieur. C'est comme ça que la corruption a commencé à gangréner le pays. C'est comme ça que les jeunes ne développaient plus de sentiment d'appartenance vis-à-vis de Rome et donc refusaient la conscription. Et donc, comme il n'y avait plus de soldats, forcément, on est allé en importer d'ailleurs. Et on a commencé à faire rentrer le ver dans le fruit, les fameuses invasions barbares. Et quelque part, à l'école, on nous enseigne que la chute de Rome est liée et la conséquence des invasions barbares. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Les invasions barbares sont en réalité uniquement venues achever un processus de dislocation qui était la conséquence d'un refus et d'une négation de l'esprit de conquête. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans nos économies aujourd'hui, dans les démocraties occidentales et singulièrement plus que partout ailleurs en France. Depuis maintenant 40 ans, d'ailleurs, il peut y avoir un pivot que je mettrais bien volontiers à 1968, qui a été le changement d'une époque, le jouir sans entrave, il est interdit d'interdire, avec le fait de vouloir couper avec ce qu'a été la France, avec les notions d'ordre, etc., cette logique de fuite en avant, que je considère comme étant quelque part très décadente dans la manière dont elle a été portée. Eh bien, cette idéologie-là s'est traduite à de multiples niveaux. La France est devenue quelque chose de tabou. Vous avez des millions de personnes qui sont mortes pour la France, et il n'y a pas si longtemps que ça, dans la Seconde Guerre mondiale, dans la guerre d'Indochine. Et ces personnes-là, il y avait un esprit patriotique qui était là. Et bien, à partir de 1968, tout ça a été renversé et a été battu en brèche, au point d'ailleurs, vous vous en souvenez, qu'une ministre de la Justice, Christiane Taubira, pour ne pas la nommer, est venue dire que notre hymne national, la Marseillaise, était devenu un karaoké d'estrade, ce qui est grave. Et donc, vous avez eu un processus de déconstruction qui a été mis à l'œuvre avec le renoncement à la conquête, avec cette naïveté qui consistait à croire que nous étions dans une fin de l'histoire, que le monde était en train de se désarmer, et la France s'est désarmée considérablement depuis la guerre froide, où on a cassé dans les budgets militaires, dans les budgets stratégiques. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes faibles, nous sommes lâches, et nous laissons vacant un espace idéologique puissant que, évidemment, d'autres idéologies sont prêtes à préempter, et au premier rang desquelles l'islamisme radical, à qui, quelque part, nous avons créé un boulevard. Et peut-être en parlera-t-on plus tard, mais la clé du combat,
de ce combat qui est civilisationnel, la clé est là. Soit nous sommes capables d'engager la France, commençons par la France, on n'est pas un garant de l'Occident, commençons par engager la France dans une vraie dynamique de conquête. Soyons fiers de ce que nous sommes, assumons toute l'histoire de France depuis 1500 ans et projetons notre pays dans l'avenir. Et vous verrez que ce projet France sera plus puissant que tous les autres projets impérialistes qui voudraient venir le concurrencer. Et là, nous aurons toutes les billes entre les mains pour éradiquer, je dis bien éradiquer, l'islamisme totalitaire. Merci beaucoup Rafik Smati. Donc là, quelque part, on a déjà défloré pas mal de constats et on a même glissé quelque part aussi sur l'origine, à travers vos propos, Rafik Smati, de cette expansion d'une vision rigoriste de l'islam, avec finalement un Occident qui ne croit plus en lui-même, qui ne croit plus en ses racines, qui ne croit plus en ses bases, en ses valeurs, avec ce que vous avez évoqué, cette notion de fin de l'histoire qui a quelque part marqué les sociétés occidentales, notamment dans les années 90 et 2000, suivant l'ouvrage de Francis Fukuyama à l'époque, La fin de l'histoire, donc fin du tragique de l'histoire, et donc une société qui n'aurait plus qu'à profiter, entre guillemets, de ces bienfaits, notamment matériels. Cela étant, est-ce que toutes les sociétés occidentales, au-delà même de ces évolutions, je dirais, post-68 qui sont assez générales, mais est-ce que toutes nos sociétés occidentales sont, je dirais, dans la même situation face à cette expansion de l'islamisme, ou est-ce que certaines sociétés se défendent mieux que d'autres? Et quelle est la situation de la France en Occident? Quelles sont nos forces et nos faiblesses aujourd'hui? Monsieur Delval, peut-être? On a... Comme je suis sur, oui absolument, merci de me donner la parole. Comme je suis sur plusieurs pays, très souvent en Belgique, en Italie et en Espagne, je vous parle d'ailleurs depuis la Catalogne, j'ai remarqué qu'il y a tout de même des différences, mais dans l'ensemble, c'est l'Occident en général qui est détruit de l'intérieur par un processus de culpabilisation et de doute. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Rafik Smati. On a essentiellement un problème interne. Et d'ailleurs, c'est ce que j'enseigne à mes élèves en géopolitique. Il est très rare qu'une nation, un empire, une civilisation soit détruite vraiment uniquement par l'intervention extérieure d'un ennemi. En général, quand vous êtes conquis, c'est qu'il est possible de vous conquérir car vous êtes divisé, vous êtes fracturé. Par exemple, l'Espagne, je m'intéresse beaucoup à ce problème. Aujourd'hui, elle est menacée d'être détruite, de ne plus être dans la même dimension, dans les mêmes frontières, très bientôt, dans peut-être 20 ou 30 ans maximum. J'en parlais avec Manuel Valls il n'y a pas très longtemps à Barcelone. C'est presque trop tard. Le séparatisme catalan a durablement réussi à délégitimer l'Espagne sur son propre territoire. Et il y a toute une partie de l'Espagne, de Barcelone, mais ça commence même à contaminer les autres régions où on parle une langue catalane, donc notamment Valencia. Il y a un véritable phénomène d'autodestruction de l'Espagne. Et dans le passé, quand l'islam a conquis l'Espagne en 711, c'était la même situation. Il y avait une situation de guerre civile et religieuse en même temps. Les Espagnols étaient déjà en train de se déchirer et ils ont été conquis par des invasions soi-disant arabes, c'est surtout des berbères d'ailleurs, essentiellement parce qu'ils étaient faciles à conquérir. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Si on a une foi en nous-mêmes, on peut relever tous les défis, y compris celui de l'islamisme. Mais je pense que le plus grand des dangers, c'est cette propension des Français. Et moi, ce qui me frappe souvent, c'est pas pour les stigmatiser, et Patrice, ne le prenez pas mal, mais souvent, j'ai remarqué quand on est dans un salon en ville ou sur un débat, dans un débat, dans un plateau de télévision, c'est très souvent les plus culpabilisés, les plus haineux envers la France et ceux qui transmettent. Alors, je ne parle pas des rappeurs haineux et de certaines racailles, mais parmi les gens, je dirais, dans les milieux intellectuels, les Français de souche sont parfois encore plus culpabilisés que quelqu'un d'origine italienne ou autre qui va être comme un nouveau converti qui aime ce pays. Donc, le problème, et bien sûr, je ne mets pas tous les Français de souche dans le même sac et tous les gens d'origine étrangère dans la même catégorie. Il y en a aussi qui ont ce travers. Mais je veux dire par là, c'est essentiellement un problème de croyance en eux-mêmes. Je crois que ce vieux peuple extraordinaire qui a été héroïque a été très fatigué. Il est dans une phase
pratiquement de dépression collective. Donc, il faut redonner le moral aux Français. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon livre Le complexe occidental. Je pense que si on retrouve la foi en nous-mêmes, si on transmet un patriotisme intégrateur, on peut relever le défi. Mais ça va être très difficile, pour répondre à votre question, en France, car la haine de soi en France a gagné de très nombreux quartiers, de très nombreux territoires, de très nombreuses sphères de la population, des catégories entières de la population, ce que je ne vois pas par exemple en Italie. Vous voyez, à la différence de l'Espagne, où il y a aussi une haine de soi qui favorise les séparatismes. Donc l'Espagne et la France ont un point commun, pas par rapport à l'islamisme, mais d'autodestruction, des forces très puissantes internes qui ne veulent plus adhérer au projet national et qui veulent même le détruire. En Italie, il n'y a pas trop ce phénomène. Ils ont d'autres problèmes extrêmement graves, notamment une élite politique extrêmement corrompue et d'une inefficience jusqu'à Draghi qui était absolument incroyable. Ils ont d'autres problèmes. Mais il y a plutôt un amour de l'italianité. Ce qui me frappe en Italie, j'y suis assez souvent aussi, par rapport à l'Espagne ou à la France, c'est qu'on entend très rarement des Italiens, même plutôt progressistes, on les entend assez rarement délivrer un discours horrible de leur nation. C'est extrêmement rare. Et dans les débats politiques, ce n'est pas très bien vu. Et par contre, les patriotes les plus radicaux sont tout à fait banalisés. Vous savez qu'en Italie, aujourd'hui, Salvini, qui est un ancien régionaliste devenu nationaliste, est très dur contre l'immigration et l'islamisme, il est dans un gouvernement avec Mario Draghi et avec la gauche. Imaginez quand même, M. Salvini, il siège avec Marine Le Pen au Parlement européen. Mais en Italie, il est dans un gouvernement de coalition avec quelques berlusconiens, 3 ministres de la Ligue Nord et une majorité de ministres socialistes du Partito Democratico. C'est assez extraordinaire. Ça montre une très grande différence. En Italie, il y a un tel patriotisme que des gens que l'on qualifierait d'extrême droite, de fascistes en France, sont tout à fait banalisés dans la classe politique italienne. Ils peuvent faire des gouvernements, tantôt avec 5 étoiles, tantôt avec l'équivalent du PS. Totalement impossible en France, parce qu'il y a une très grande acceptation du patriotisme, voire même du nationalisme en Italie. Je reviens maintenant sur un autre pays, la Belgique. Alors là, la Belgique, là, c'est encore pire que la France. J'ai assisté à plusieurs reprises à l'équivalent du 14 juillet en Belgique. Alors pourquoi j'ai fait le lapsus 14 juillet? Parce que beaucoup de Belges, wallons, préfèrent fêter le 14 juillet français que leur propre fête nationale. Et j'ai très souvent été sidéré de voir des Belges, mais de très nombreuses fois me dire notre fête nationale, ça n'a aucun intérêt, c'est nul, un dénigrement, mais totalement banalisé et généralisé de leur propre nation. Et très souvent, ce qui me frappe en Belgique, c'est de voir des Belges, même de souche, pas uniquement des gens issus de l'immigration marocaine qui souvent disent « je ne suis pas belge, je suis marocain en Belgique », ce qui est assez choquant, mais même des Belges de souche qui disent « mon pays, c'est quand même pas grand-chose, c'est ridicule », ou alors « c'est ce tout petit pays », ou alors « on n'a pas à être fier de nous ». Enfin, c'est assez stupéfiant. Un autre pays où je ne voyage pas, mais où j'ai pas mal d'écho sur ce pays, c'est la Suède. La Suède, comme la Belgique, sont les 2 pays les plus infiltrés par l'islamisme après l'Angleterre. Donc voilà, pour résumer, la haine de soi, on la retrouve dans pas mal de pays, mais surtout Belgique, France, Suède. Par contre, la perméabilité à l'islamisme, on peut dire que c'est pratiquement tous les pays occidentaux, sauf l'Australie, l'Autriche qui a énormément durci toutes ses dispositions, ses lois contre l'islamisme. L'Italie, l'Autriche est assez, je dirais, critique et a des anticorps. Le Danemark, récemment, on l'a vu. L'Australie, parce qu'il y a une sorte de patriotisme, même si c'est un pays d'immigrés, il y a un fort patriotisme en Australie. Mais tout le reste du monde occidental est totalement perméable. L'Amérique est gangrénée par les salafistes, les frères musulmans et les mouvements islamistes pakistanais. L'Angleterre, alors là, je termine avec l'Angleterre, alors là, c'est le pompon, c'est quand même le pays qui interdit toute forme de reproduction de caricatures dans les médias télévisés. Si vous montrez une caricature, que vous êtes un journaliste dans une chaîne publique ou une grande chaîne anglaise, vous êtes coupé en direct. Si vous osez dire que vous êtes pour Charles. C'est total. On est déjà dans un stade avancé de zimmitude, l'expression de la chercheuse et historienne Batior qui dit, ça vient de l'arabe hal al-vimma, c'est le statut du chrétien et du juif qui doit être soumis en terre d'islam sous la charia. Il y a déjà une zimmitude volontaire de l'Angleterre qui va plus loin que ce que les islamistes eux-mêmes demandent. Rappelons-nous Salman Rushdie,
lorsque Salman Rushdie est menacé de mort par les deux grandes centrales de l'islam anglais, dont l'une des deux a pignon sur rue et l'interlocuteur du gouvernement anglais. Eh bien, l'une des grandes centrales légales, officielles de l'islam anglais se solidarise avec ceux qui ont fait une fatwa de mort contre Salman Rushdie, et l'Angleterre n'a jamais trouvé rien à redire. Il a fallu même attendre 10 ans pour que l'Angleterre accepte d'extrader l'un des cerveaux des attentats islamistes de 1994-95 en France, avec, vous savez, à l'époque, les réseaux du GIA. L'Angleterre trouvait même normal que Londres soit le lieu où pouvait s'exprimer le fameux capitaine Crochet, le fameux Hamza, qui était l'un des chefs du Hezb ut-Tahrir, qui était un partisan de Ben Laden. Et Londres était une centrale non seulement de recrutement, mais où des partisans d'Al-Qaïda pouvaient s'exprimer tout à fait librement, insulter les chefs d'État et même lancer des fatwas contre Salman Rushdie, y compris même contre le Premier ministre. On a vu des islamistes s'exprimer en public et dire un jour il faudra buter ce mécréant de Premier ministre. Et ça se passait très bien. Il a fallu attendre les attentats de 2005 pour que enfin l'Angleterre prenne quelques mesures contre uniquement les terroristes en action, mais toujours pas contre les idéologies islamistes. Donc voilà, pour résumer, l'Occident est globalement gangréné, même si certains États, Australie, Autriche, Italie, Danemark, Norvège, sont un peu plus patriotiques. Mais, et bien sûr, là, si je mets les pays de l'Est, c'est différent. Les pays de l'Est ont été tellement traumatisés par le communisme qu'ils ont tendance à banaliser le nationalisme le plus dur. Donc, ils n'ont pas cette culpabilité. Donc, je mets de côté exprès les pays ex-soviétiques qui, eux, n'ont pas du tout ce phénomène de culpabilité. Et à mon avis, c'est lié à leur histoire de souffrance par rapport au communisme qui les a guéris face à cette propagande gauchiste qui traite tous les patriotes de fachos. Ça ne marche pas en Europe de l'Est et c'est pour ça qu'en Europe de l'Est, il y a un patriotisme assez décomplexé. Mais c'est très peu de population. Mais l'Europe de l'Ouest, ou même l'Amérique, qui est Trump ou pas, l'Amérique est très, très gangrénée. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Alexandre Delval, pour ce panorama de la situation des pays occidentaux, après le panorama de la menace qui est certes pluriel, mais qui a tendance à converger dans ses objectifs. Donc, Rafik Zmadi, quel est votre point de vue justement sur la situation des pays occidentaux? Est-ce que vous partagez le point de vue d'Alexandre Delval sur le fait qu'on dans l'Europe occidentale, on est à peu près dans une situation un peu de perte de repères et de recul, ou au contraire, est-ce que vous avez une vision un peu différente de la situation? Je partage la vision, évidemment, selon laquelle c'est tout l'Occident qui est en cause. Mais je considère aussi que la France est une cible de choix pour le totalitarisme islamiste, notamment parce que notre pays abrite en son sein énormément de Français qui pratiquent la religion musulmane. Et donc, c'est un terreau assez idéal pour ceux qui veulent monter les Français les uns contre les autres. Mais pour autant, et au risque de vous surprendre, je pense qu'il y a un espoir et qu'il y a une porte de sortie. Vous savez, une loi de Newton, je ne sais plus si c'est la deuxième ou la troisième, dit que quand vous avez un objet qui est immobile et que vous avez une force qui vient s'exercer sur cet objet, eh bien cet objet devient par définition instable. Mais pour le remettre en état de stabilité, il faut une contre-force. Contre-force qui n'existe pas aujourd'hui. Cette contre-force, on peut y accéder, mais ça nécessite une volonté politique puissante. C'est de faire de la République française et de la France une nation puissance. Il n'y a pas 36 000 solutions. Vous faites de la France une nation puissance. Et je vais vous dire ce qui me rassure et ce qui me montre qu'il y a une porte de sortie. Alors, on a tous connaissance des sondages qui disent que tant de pourcents de Français de confession musulmane font passer la charia au-dessus des lois de la République, etc. Mais ce qui est intéressant comme exercice, c'est de ne pas regarder les choses sous un angle macro, c'est-à-dire sous forme de sondage, c'est d'aller sous un angle micro, d'aller à la rencontre, par exemple, des jeunes qui sont dans les quartiers difficiles, dans les banlieues, et qui sont issus de la deuxième, troisième génération de l'immigration. Et ce contact, à chaque fois que j'y vais, je prends une claque. Parce que, évidemment, quand vous entrez dans un quartier tel que celui-ci, évidemment,
vous avez les caïds et vous avez les bandes qui sont là pour faire du deal. Et ça, ce n'est pas un sujet. On a d'ailleurs un programme qui est très fort pour éradiquer ça. Ça, évidemment que ce n'est pas absolument pas tolérable dans notre République. Évidemment que vous avez des fondamentalismes islamistes qui sont là, qui sont prosélytes, évidemment. Mais quand vous allez à la rencontre des jeunes individuellement et que vous discutez avec eux, eh bien, vous vous rendez compte que, enfin, moi, je suis tombé personnellement sur aucun jeune qui me dit, moi, mon objectif, c'est de devenir islamiste. Ou moi, mon objectif, c'est de vendre du shit. Je n'ai jamais rencontré ça. À chaque fois que je rencontre un jeune, individuellement, eh ben, il me fait part de ses rêves. Beaucoup, d'ailleurs, veulent créer leur boîte. Ils sont beaucoup plus obsédés par l'idée de s'acheter les dernières Nike que de rentrer dans une démarche extrêmement rigoriste. Et en fait, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que ces jeunes-là n'ont pas d'avenir, sont complètement paumés dans un pays qui ne leur offre rien. Mais si je poursuis le raisonnement, ce qui est valable pour ces jeunes-là est valable pour une grande partie de la jeunesse de France aujourd'hui, indépendamment de l'origine ou de la religion. Parce que quand vous êtes un jeune aujourd'hui de la France dite périphérique, de la grande banlieue, des bourgades, des villages, et que vous n'avez pas de réseau, que vous avez une situation familiale difficile parce que vous avez des parents qui ne sont pas forcément issus d'un milieu favorisé, eh bien vous êtes confronté, si vous vous appelez Paul, Jacques ou Kevin, vous êtes confronté exactement au même problème que Mohamed et Youssef dans leur cité. C'est ça la réalité. Et nous sommes dans un schéma où la France a abandonné sa jeunesse. Alors, c'est le pire qu'une civilisation puisse faire. La France a abandonné sa jeunesse, alors on pourrait parler des dizaines d'heures sur ce sujet-là précisément, sauf que la jeunesse qui est issue des quartiers a le sentiment, à tort, mais c'est le sentiment qu'elle a, donc il faut le respecter, qu'ils sont abandonnés à cause de ce qu'ils sont et d'où ils viennent, alors qu'ils sont juste abandonnés parce qu'ils sont jeunes de France au même titre que tous les autres. Eh bien, c'est là où nous devons faire aujourd'hui le forcing. Soit, somme toute assez binaire, hein, soit nous réussissons à faire de la France une nation-puissance, et les leviers, peut-être en parlerons-nous tout à l'heure, sont immenses. S'il y a bien une nation dans le monde occidental aujourd'hui qui a toutes les raisons, qui a tous les ingrédients pour s'affirmer comme une nation-puissance, c'est la France, parmi toutes les autres. Et si nous sommes en mesure de renouer avec la puissance, là, nous pourrons emmener notre pays dans 30 années ou 50 années de prospérité. Ça profitera à la petite Marie et au petit Paul, mais au petit Mohamed et au petit Youssef, ça profitera à tout le monde. Et je peux vous dire que si nous sommes capables de nous engager dans cette dynamique de conquête, le petit Mohamed, il n'aura pas envie d'être islamiste, il préférera aller s'acheter ses Nike. Et si on lui donne cette opportunité, il le fera. Et c'est là le sujet. Alors, ce n'est pas gagné, parce que toutes les politiques publiques qui ont été menées ces dernières années vont à l'encontre de ce que je suis en train de vous décrire. Mais Charles de Gaulle le disait très bien, face aux grands défis, le salut n'est que dans la grandeur. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes face à un défi de civilisation. Nous nous sommes disloqués de l'intérieur, admettons-le. Alors, parfois à dessein, parce qu'il y a eu des déconstructeurs de la France qui se sont parfois succédés au pouvoir et qui l'ont fait à dessein. Donc, un processus de dislocation qui vient de l'intérieur. Eh bien, c'est de l'intérieur que viendra le sursaut. C'est dans notre capacité à renouer avec ce fameux récit entraînant, fédérateur, élevé, qui fera que la question religieuse ne sera plus un sujet public. Elle restera, j'imagine, pour beaucoup un sujet privé, et c'est très bien, mais ne sera plus un sujet public, parce qu'il y aura un grand projet qui fédérera tout le monde. Merci beaucoup, Rafik Smati. Donc, cette intervention fait parfaitement la transition avec justement cette logique de stratégie. Quelles sont les voies et moyens pour retrouver confiance en nous et donc la nature ayant horreur du vide de pouvoir contenir, je dirais, cette tentative de l'islam radical de conquérir les cœurs et les âmes. Donc, par rapport à votre intervention, donc Monsieur Delval, sur justement le degré de patriotisme de la population, en particulier la population française, moi j'observais l'évolution suivante. Moi étant français, on va dire canal historique, dit de souche, quand j'étais adolescent et jeune adulte, j'avais l'impression de pas vivre dans la société dans laquelle j'aurais souhaité vivre, parce que on était dans une espèce d'individualisme insouciant post-68, avec cette logique finalement de fin de l'histoire, plus de menaces, l'État-nation s'était dépassé, etc.
Et moi, ce qui me rend quelque part un peu optimiste à moyen et long terme aujourd'hui, c'est que le terreau, et ce qu'évoquait Rafik Mati, est plutôt favorable. Moi, je vois un retour du patriotisme, mais même pas par le haut. C'est là le drame. Pas par le haut. Et c'est ce que vous évoquez sur un certain nombre de dirigeants dans notre pays ou d'élites ou autoproclamées élites politico-médiatiques. Mais la base, la base a envie de France, je pense, de nouveau, et envie d'entreprendre. Je pense que on a le terreau nécessaire pour opérer ce sursaut. Reste à savoir maintenant comment canaliser ces bonnes volontés. Et pour cela, il faut effectivement des dirigeants qui retrouvent une forme de patriotisme. Alors, sur ce sujet, est-ce que vous pensez justement que les déclarations du président de la République qui se traduisent dans le droit, hein, avec un projet de loi dit sur le séparatisme, mais qui a été rebaptisé confortant le respect des principes de la République, est-ce que vous pensez que cette initiative est à la hauteur des enjeux? Alexandre Delval, si vous voulez. Oui, oui. Je pense que cette loi a été un peu trop édulcorée. Elle aurait pu aller beaucoup plus loin, mais il y a quand même des bonnes choses, notamment sur les associations, sur la lutte contre la haine en ligne, tout ce qui est écrit ici, sur les associations 1901 et 1905, sur la volonté de stopper l'ingérence d'États dont on a parlé tout à l'heure qui sont très subversifs et qui veulent empêcher nos citoyens musulmans qui ont deux nationalités ou des origines étrangères de s'intégrer. Donc il y a quand même pas mal de choses qui ont été dites, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Un exemple, dans son discours de février 2019, la première fois qu'il a parlé de séparatisme islamiste, c'était à Metz, si je ne m'abuse, ou en tout cas c'était dans l'Est. Macron avait désigné les frères musulmans et les réseaux turcs. Alors, si ils sont désignés, si on a fait une loi pour mettre fin à cela, en plus, si dans le projet de loi, comme dans la charte des principes de l'islam, il a été clairement dit que ces réseaux étaient dangereux lorsqu'ils pratiquaient une ingérence, pourquoi ne pas les interdire? On devrait aller jusqu'au bout. Par contre, l'incohérence de la démarche de notre gouvernement, qui a été plutôt dans le bon sens, hein, je tiens à le dire, c'est de ne pas avoir été jusqu'au bout. J'en parlais récemment avec la sénatrice qui est rapporteure de cette loi, Jacqueline Eustache-Brinio, qui dit que ça va dans le bon sens, que pour la première fois, on a désigné le mal, et je suis tout à fait d'accord avec elle. Mais je pense que c'est quand même assez dommage, par exemple, qu'on ait confié au CFCM le projet de rédaction de la charte, on demande au CFCM, qui est composé en partie des islamistes turcs et des frères musulmans et du tabligh pakistanais, de faire une charte et un conseil des imams pour plus que ces mêmes réseaux décrits comme ennemis puissent. C'est comme si vous demandiez à Mussolini de lutter contre le fascisme. On a demandé à des frères musulmans du Tabligh et à des réseaux turcs de faire en sorte que l'islam ne soit pas chapeauté par ces courants. Enfin, c'est quand même assez aberrant, parce que ce que je vous dis, c'est la réalité. Et ces trois courants qui étaient désignés comme les grands courants obscurantistes font partie de ceux qui ont dû élaborer cette charte, et certains ne l'ont pas signée. Et donc voilà, ça va dans le bon sens, mais il faut aller beaucoup plus loin. Mais je ne dirais, ça ne suffirait pas de régir le religieux. Il faut bannir les frères musulmans, bannir le salafisme, le tabligh. Il faut savoir que dans le tabligh, la première chose qu'on apprend, c'est ne jamais serrer la main d'une femme. Vous voyez le genre de... une fois, j'étais à Saint-Denis, à La Réunion, et ça m'a frappé. J'ai réussi avec un ami libanais à rentrer dans la bibliothèque. Et j'ai réussi à voir ce qui se lisait, les manuels, l'équivalent du catéchisme qu'on fait lire à des jeunes. J'ai été sidéré de voir qu'il y avait plusieurs pages dans un manuel à disposition du public, dans la mosquée principale de Saint-Denis, qui vous expliquait que tout est impur dans l'infidèle. Sa bave, ses transpirations, s'il vous postillonne, c'est tout ce qui coule de lui est tellement impur qu'il faut aller faire des ablutions parce qu'on est souillé si on risque d'être en contact avec une partie de ce que le corps du mécréant exprime. Enfin, c'est sidérant, c'est d'un obscurantisme fou. Pas besoin d'être violent pour être obscurantisme. C'est symboliquement très, très violent. Et donc, pourquoi ces organisations qui sont ouvertement misogynes, antisémites, anti-occidentales, suprémacistes,
qui vous disent que c'est très bien l'esclavage parce que c'est permis par la charia, qui vous expliquent que le djihad c'est très bien parce que l'islam un jour doit dominer l'humanité. Tous ces organisations, dès qu'elles adhèrent à des grandes inégalités, et Rafik Smati parlait de l'inégalité, effectivement, ce totalitarisme, qui n'est pas qu'un rigorisme. Je me permets de vous le signaler, j'ai entendu plusieurs fois rigorisme, je me permets de dire ma petite nuance avec vous, s'ils étaient que rigoristes, c'est pas très grave, il y a des juifs rigoristes, des catholiques rigoristes qui ne tuent personne. Le problème, c'est que c'est pas que de la rigueur théologique, dans l'observance, on peut être un chrétien rigoureux sans vouloir tuer personne, mais là, c'est pas, ils peuvent être très cool dans la vie, ils peuvent être habillés très sportifs, faire du foot, mais ils veulent tuer. Les islamistes ont un projet de conquête et de tuerie. Un moment ou un autre, ils passent à la violence. Et avant d'y passer, ils enseignent la violence. Par exemple, beaucoup de mosquées frères musulmans en Europe disent qu'il ne faut pas faire d'attentats. C'est les premiers à condamner les attentats islamistes et c'est pour ça qu'ils arrivent à se faire bien voir. Mais dans leur texte, on explique, par exemple, les raisons pour lesquelles il faut faire le djihad. Mais dans d'autres contextes, on leur dit pas pour l'instant, parce que la France, elle est devenue Dar el-Shahada. C'est la terre du témoignage. On ne va pas faire la guerre contre la France puisqu'elle nous permet de répandre l'islam. Par contre, il vous explique que dans d'autres contextes, il est tout à fait normal de faire le djihad. Surtout quand on aura les rapports de force en notre faveur. Quelqu'un qui vous dit ne tue pas pour l'instant parce que ce n'est pas favorable, mais juste quand on sera les plus forts ou lorsqu'on est contraint, c'est quand même pas des pacifistes. Donc, ils ont un projet qui est potentiellement violent. Je ne comprends pas qu'on les ait pas interdits. Dernière chose, au-delà de la gestion du religieux, ou plutôt de ce qui est politique dans le religieux que l'on devrait bannir pour que l'on puisse être que dans une religion et pas dans une pratique politico-guerrière, il faut aussi, à mon avis, un jour, que l'on pense à des dispositions judiciaires, des lois qui bannissent le fait de cracher sur le drapeau français et d'insulter la France. Par exemple, les groupes de musique sous couvert de musique, lorsqu'on voit qu'ils ne sont pas en train de rigoler comme des proches. Bien sûr, l'humour doit être protégé. Si quelqu'un montre qu'il se moque de la France, mais qu'il le fait avec humour, etc., c'est différent. Mais quand un rappeur qui a l'air haineux, qui se bat dans des aéroports, qui casse tout, qui sont connus pour leur violence et leur haine, et qui ne sont pas du tout rigolos, vous disent en permanence, et je ne vous dis pas les mots qui sont utilisés dans de nombreuses chansons rap, d'une violence inouïe contre les femmes blanches, contre les blancs, contre les occidentaux, les juifs, les croisés, les gaulois. C'est d'une violence inouïe. Souvent, on a des termes du style « ouvre-leur la tête jusqu'à ce qu'elle explose, fais-les saigner », ou alors, excusez-moi l'expression, mais baise-les jusqu'à ce qu'elles enseignent d'hémorragie. Enfin, on a d'une violence verbale qui est proche de celle de Daesh. On devrait faire une loi qui interdise la violence dès lors qu'il est évident que ce n'est pas de l'humour ou de l'art, mais que c'est vraiment quelque chose de haineux. On devrait pouvoir interdire tout appel à la haine envers les autochtones comme les pas autochtones. Le racisme ne doit pas être condamné uniquement quand c'est le fait d'un blanc contre un non-blanc. Il faut en finir. Donc, il faudrait faire des lois qui condamnent le racisme anti-français et aussi, au niveau de la fonction publique, il faudrait sanctionner tout professeur, tout fonctionnaire qui utilise l'argent public pour financer, comme c'est le cas en Strasbourg, ça devrait être pénalisé. Qu'une mairie française donne des millions à une association qui est liée à un État et à une idéologie, le Midi Gurush. Je vais faire un article dans quelques jours sur le Midi Gurush. Ils sont d'un antisémitisme incroyable. Ils ont des propos d'une haine inouïe envers tout ce qui est mécréant et surtout envers tout ce qui est juif. Mais comment est-ce possible qu'on ne tolère pas Génération Identitaire, qui pourtant a renoncé apparemment aux propos racistes qu'avaient les anciens fondateurs dont ils ont hérité. Au moins, ils ont un peu édulcoré leur discours. Mais ceux qui sont restés et ouvertement antisémites. Donc pour moi, c'est la vraie extrême droite, c'est des islamistes, c'est eux la véritable extrême droite aujourd'hui. Alors eux ne sont pas interdits. Mais comment voulez-vous expliquer qu'on interdit Génération Identitaire, ok, et pas des gens qui vont beaucoup plus loin? Beaucoup plus loin, je le répète, il faut savoir que les islamistes du Mili-Gurush, des frères musulmans, du Tabligh et d'autres vont 1000 fois plus loin dans l'apologie de la violence, du suprématisme, de la haine envers les athées, les mécréants et les juifs. Comment ça se fait qu'on tolère la haine dès lors qu'elle est exotique? Est-ce que la haine est plus pardonnable quand elle vient d'un exotique? Non, toute haine doit être interdite. Et d'ailleurs, le meilleur moyen de favoriser l'intégration, c'est justement de remplacer tous les discours de haine envers la France ou tout simplement de repentance permanente, les remplacer par des discours positifs. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit
Rafik, et c'est là que j'aime bien votre projet Objectif France, c'est que vous donnez de l'espoir. C'est très important. Je pense que si on renoue avec cette volonté et cette capacité à transmettre une image positive de nous-mêmes, c'est la clé de la solution. Ça paraît très abstrait. Il faut des lois pour interdire ce qui empêche cela, ce qui appelle à désassimiler, ce qui appelle à ne pas s'intégrer. Bien sûr, il faut interdire ces discours anti-français, mais parallèlement, on peut promouvoir un amour de la France. Et j'en veux pour preuve que le plus grand des académiciens qui a travaillé sur les communications entre groupes, hein, il est le théoricien de la thérapie de l'auto-estime, William Schultz. Ça m'avait fasciné ce qu'il a écrit. Will Schultz, beaucoup de coachs s'inspirent de ses travaux. Et William Schultz, que plus une collectivité, il a travaillé sur toutes sortes de groupes, y compris politiques, mais aussi des groupes civils, plus un groupe délivre une image positive de lui-même, même si un groupe ne l'aime pas, plus il va réussir à dialoguer avec un groupe, même hostile, qui va un petit peu l'estimer du seul fait qu'il dégage une sorte de force. Et là, c'est ce que dit aussi Rafik, il faut être puissant, pas au sens violent du terme, mais on est puissant, on est pour la grandeur, on pense que notre pays, il est beau, il est bien, il est vrai, et ça attire. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui fait des discours politiques. Comment va-t-il haranguer les foules? Parce qu'il va respirer une sorte de certitude. Hein, c'est ça le secret du tribun, c'est qu'il dégage une puissance. La puissance aspire, elle attire, elle sidère même. Et donc finalement, le discours de l'impuissance et de la repentance est le meilleur moyen pour empêcher l'intégration. Et c'est bien regrettable, mais en même temps, ça donne un grand espoir. Ça veut dire que beaucoup de jeunes qui crachent sur la France, peut-être que ceux-là seraient des super légionnaires, des super fonctionnaires, des super militaires. Moi, j'ai rencontré des légionnaires qui avaient été haineux envers la France et ils m'ont raconté, je suis arrivé à la Légion et en récitant plein de choses et aussi avec des chants patriotiques, en quelques mois, je ne supportais plus mes copains du quartier qui crachaient sur la France. Ils me disaient moi-même, j'étais transformé. Donc ça, c'est un témoignage. On en a plein. Et vous qui avez été militaire, Patrice, vous le savez, on a plein d'exemples dans l'armée de gens qui ont été aspirés par ces... Quand on dégage du positif, on attire du positif. Mais si on dégage du négatif, on attire la haine de soi et le rejet. Tout à fait. Merci Alexandre Delval. Donc on voit bien que la réponse, elle est plurielle, elle est graduée dans le temps. C'est-à-dire à court terme, une réponse forte, le respect des principes des lois de la République sur le territoire avec l'application des lois, pas que des intentions. D'ailleurs, on peut être surpris que les 3 fédérations qui n'ont pas signé cette fameuse charte, c'est quand même la base de notre vie en société, n'aient pas été dissoutes dans la part. Donc il y a vraiment des intentions louables, mais apparemment pas de volonté forte d'application à court terme. Et après, évidemment, c'est cette vision positive de l'avenir et un grand projet de société, puisque le patriotisme, ce n'est pas une notion abstraite, ce n'est ni plus ni moins que l'esprit d'équipe que tout le monde encense dans son entreprise, dans son administration, dans le sport, porté à l'échelle de la nation. Donc, Rafik Zmati, avant de passer au jeu des questions-réponses, est-ce que vous voulez justement apporter aussi votre vision sur cette première peut-être réponse du gouvernement actuel à cette menace sur le plan législatif? Oui, alors d'abord, je vais commencer par adresser une critique à l'envers du gouvernement. C'est que je suis sidéré que de telles dispositions arrivent après qu'un professeur se soit fait décapiter. Ça, c'est la manière que nous avons en France, toujours, souvent, hélas, et c'est le jeu politique qui est comme ça, d'être en réaction. Et donc, il faut attendre qu'un professeur se fasse décapiter dans des conditions dramatiques pour qu'enfin le sujet soit sur la table de l'exécutif. Je trouve ça lamentable. Cette loi sur dite la préservation des principes républicains, c'est une boîte à outils qui ne casse pas des briques, mais qui est toujours bonne à prendre. Il y a des choses qui sont intéressantes dedans. D'ailleurs, je suis assez stupéfait et sidéré que les parlementaires de droite se soient abstenus pour des raisons bassement politiciennes. Mais en réalité, il faut aller beaucoup plus loin. Il y a un certain nombre de dispositions précises qu'il faudrait prendre et que nous prendrons. Par exemple, se pose souvent la question du financement des cultes. Eh bien, nous proposons par exemple la création d'un statut de fondation nouvelle qui seraient des fondations à objet religieux. Et le but de ces fondations-là, c'est qu'elles puissent recueillir les dons en toute transparence, les dons et les legs, en toute transparence. Ça, c'est fondamental. Et c'est l'un des angles morts aujourd'hui de la lutte contre l'islamisme.
Je vous donne deux autres exemples. Un autre exemple, par exemple, c'est la neutralité religieuse dans les entreprises. Ça, c'est un sujet qui est important parce qu'aujourd'hui, vous avez la neutralité religieuse dans les services publics, c'est très bien, mais aujourd'hui, vous laissez les chefs d'entreprise, et même les syndicats d'ailleurs, seuls se débrouiller face aux dérives qu'il peut y avoir dans certaines entreprises. Et rien aujourd'hui ne permet aux chefs d'entreprise et même aux syndicats de pouvoir agir dans ce sens-là. Et là, c'est un vrai problème. Donc, neutralité religieuse. Moi, je connais un certain nombre de chefs d'entreprise qui sont trop baptisés, qui ont d'ailleurs reçu un certain nombre de menaces parce qu'ils refusaient telle ou telle requête. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, il y a évidemment matière à légiférer. Et je vais vous donner un troisième exemple aussi qui est important. C'est de faire en sorte que, vous savez, beaucoup d'associations, par exemple, aujourd'hui, pratiquent ce qu'on appelle le djihad juridique. C'est-à-dire sont extrêmement offensifs en lançant des procédures très souvent abusives vis-à-vis de telle ou telle personne qui aurait fait telle ou telle déclaration, et notamment ça tourne souvent autour du blasphème. Eh bien, toutes les procédures abusives doivent être sanctionnées, parce que d'abord, ça obstrue la justice, et on sait à quel point aujourd'hui notre justice est absolument débordée et n'a pas que ça à faire. Et puis, ça crée un climat anxiogène dans la société française qui est absolument délétère. Et donc, il y a des articles du Code pénal qui permettent de le réguler, notamment le 32.1, si ma mémoire est bonne. Et donc, il faut absolument les appliquer. Donc oui, c'est une boîte à outils intéressante. Il faut aller plus loin, beaucoup plus loin, en matière de laïcité et aussi, j'ai envie de vous dire, en matière d'ordre. Là où nous ne devons pas avoir la main qui tremble, c'est que nous devons accepter l'idée de réhabiliter certaines idées, comme par exemple l'idée d'intelligence avec l'ennemi. Parce que nous ne pouvons pas nous comporter en bisounours lorsque nous avons en face des gens qui défient notre modèle et qui ne demandent qu'une seule chose, c'est que nous nous effondrions. Ça, ce n'est pas possible. Donc oui, intelligence avec l'ennemi, oui, être capable d'utiliser tous les leviers juridiques et pénaux qui sont à notre disposition en mettant des moyens significatifs dans notre justice. Je rappelle au passage aujourd'hui que le budget du ministère de la Justice est inférieur à celui du ministère de la Culture. Regardez les dégâts de la cérémonie des Césars. Voilà les conséquences des 8 ou 10 milliards d'euros qu'on verse chaque année de nos impôts au ministère de la Culture. Je ne parle même pas de l'audiovisuel public. C'est une gabegie sans nom. Et nous avons une justice qui est le maillon essentiel de la politique de sécurité dans notre pays, qui est aujourd'hui complètement abandonnée, si bien que d'ailleurs même les policiers sont complètement démunis. Donc vous voyez, c'est toute la chaîne aujourd'hui qui est défaillante. Eh bien, renouer avec un État-puissance, c'est renouer d'abord avec l'ordre. Et j'en profite pour saluer le général Bertrand Soubelet, qui est notre vice-président, qui est extrêmement actif sur ces sujets-là, et plus qu'actif, qui est extrêmement légitime, qui est l'une des personnes dont l'expérience est la plus accomplie en France sur ces sujets-là, l'ordre, qui est un pilier fondamental. Et en acceptant tous les dommages collatéraux que pourrait avoir une telle politique, en allant très loin, c'est affirmer, c'est ça aussi la nation-puissance, c'est aller plus loin dans la boîte à outils qui permet de renforcer la laïcité et de la rendre incontournable, d'armer notre laïcité, et puis ensuite donc l'ordre, et ensuite l'audace, le projet d'avenir, parce qu'on ne bâtit pas un projet de nation, un projet de société sur uniquement de l'ordre, ou alors ça s'appelle une dictature à l'ancienne, de l'ordre, oui, mais de l'ordre et de l'audace, des racines et des ailes. On ne discute pas ce qu'est la France, ce qu'est la République, ce que sont les règles. Par contre, nous sommes tous ensemble dans le même bateau pour le faire arriver à une destination qui, nous l'espérons tous, sera plus glorieuse sous le soleil et dans des cieux plus agréables. Merci beaucoup Rafik Smati. Donc avec l'idée, ce qu'on retient de cette approche globale de la riposte, et ce qu'a mentionné d'ailleurs un rapport parlementaire, un rapport sénatorial récemment, qui est donc a dit que l'État était trop sur une réponse, je dirais, de lutte contre le terrorisme, mais n'a pas cette approche globale de la lutte qui concerne bien évidemment toutes les politiques publiques, avec ce souffle
qu'on doit donner pour retrouver confiance en nous-mêmes. Et d'ailleurs, on peut saluer ce rapport parlementaire puisqu'il il est issu d'une commission qui a été présidée par l'une de nos sénatrices, Madame Delattre. Donc, on va passer maintenant au jeu des questions-réponses. Alors, pour générer le moins de frustration possible vis-à-vis de ceux et celles qui nous écoutent, je vous demanderai juste d'avoir des réponses relativement succinctes. Donc, je vais demander à Eugène, qui nous écoute également, de bien vouloir relayer ces questions. Eugène, vous avez la parole. Merci. Oui, Patrice, énormément de questions ce soir sur le chat pour M. Delval et M. Smati. Une question de Vincent. Bonsoir. Pensez-vous que la France doit exiger la sortie de la Turquie des institutions européennes, à commencer par la Cour européenne des droits de l'homme? Il y a évidemment beaucoup de questions sur la Turquie ce soir. Alors, je ne sais pas qui veut se lancer. J'y vais. Pour dire les choses simplement, Erdogan a un logiciel qui est très simple, c'est le rapport de force. On ne discute pas avec quelqu'un qui est uniquement animé par une logique de rapport de force, avec des « s'il vous plaît, est-ce que tu pourrais, est-ce que ça ne te dérange pas de ?» Ça, c'est pas possible. Donc, quand on est dans une logique de rapport de force, on doit avoir une riposte graduée, et donc il n'y a que le rapport de force qui compte. Et donc, personnellement, j'étais d'avis, lors des provocations en mer Égée de l'été dernier, j'étais de l'avis à ce que la France envoie un sous-marin nucléaire d'attaque dans la région, en guise de dissuasion, et plus, si nécessaire, parce que nous avons un rang à tenir, et la France, qui est une puissance militaire, la première, je le rappelle, puissance militaire de l'Europe continentale, a un rôle à jouer, et parfois, c'est peut-être dommage, on aimerait bien être dans un monde qui soit plus rose, mais parfois, il faut montrer les muscles. Eh bien, M. Erdogan fait partie des personnes auprès de qui il faut montrer les muscles. Donc, une exclusion du processus européen et même de l'OTAN, mettre ça dans la balance, ça me paraît être un minimum. Très bien. Monsieur Delval? On ne vous entend pas. J'avais écrit, en 2003, j'avais écrit un premier livre pour expliquer que c'était une erreur de faire entrer la Turquie dans l'Europe et qu'il ne fallait pas ouvrir les négociations en vue de l'adhésion. Donc déjà, il faudrait que la France, elle n'arrête pas de le dire depuis Sarkozy, elle ne l'a jamais fait, il faudrait que la France exige de ses partenaires, et en parle à ses partenaires européens et en fasse même un agenda un jour, exiger la fin de ce processus de négociation en vue de l'adhésion et exiger aussi la fin de toute aide au titre de la préadhésion. Vous savez que ça fait gagner à la Turquie des milliards depuis 2004-2005, hein, à l'époque où on a accepté la candidature, puis ouvert les négociations en vue de l'adhésion. Ce seraient déjà des sanctions. Ensuite, je pense qu'il y aurait des mesures intéressantes comme a fait M. Poutine. Quand Poutine a eu un gros problème avec la Turquie, pilote abattu, rappelez-vous, un ambassadeur tué, bien sûr toujours par un fou, mais c'était quand même un ancien policier turc qui a tué un ambassadeur russe. Il y avait eu pas mal de rapports de force et Poutine a fait boycotter l'économie turque et le tourisme qui est énorme. Le tourisme russe en Turquie est assez impressionnant. Moi, je suis souvent allé en Turquie, il y a des Russes absolument partout et il a frappé au portefeuille. Quelques mois plus tard, juste après cette histoire de coup d'État raté, eh bien, M. Erdogan mangeait dans la main de M. Poutine. Et bien sûr, il y a aussi des menaces militaires et des envois de troupes en Méditerranée. Donc, je pense que les rapports de force marchent, mais on a beaucoup plus de moyens que l'on croit. Par exemple, on pourrait très bien dire, eh bien, on va trouver un pays où il y a une main-d'œuvre un peu comparable et on va faire un plan pendant quelques années où on va enlever tous les partenariats entre la Turquie et les fonds de pension militaire turcs, OYAK par exemple, qui bénéficient d'accords avec des usines d'automobiles françaises ou des laboratoires pharmaceutiques, eh bien on dit on va trouver des pays de substitution. En Europe de l'Est, il y a des pays où la main-d'œuvre ne coûte pas plus cher et il y a autant de cadres et d'ouvriers. Et sur 5 ans, on vous promet qu'on délocalise l'équivalent de milliards de gains et de milliers d'emplois. Croyez-moi, ça
plus les pressions vues par rapport à la candidature de la Turquie dans l'Union européenne et le processus de négociation, ça pourrait faire réfléchir, mais on ne l'a jamais fait. Le 11 décembre dernier, l'Europe a envisagé des sanctions un peu plus dures que d'habitude. Enfin, c'était quand même des sanctionnettes, hein, parce qu'on allait interdire de voyage en Union occidentale, en Europe occidentale, quelques entrepreneurs turcs impliqués dans le gaz, dans les entreprises de gaz. Ça fait pas très très peur, hein, à ces oligarques et surtout pas à Erdogan que les types peuvent voyager, ne puissent voyager que dans la moitié de la planète et encore, je pense que peu de pays occidentaux nous auraient suivis. Donc c'était de la rigolade. Et si on avait employé des mesures de rétorsion beaucoup plus drastiques, je pense que Erdogan est très pragmatique. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. Là, il est en train de se réconcilier avec l'Égypte. Il essaye. Au moment où la livre turque perd 17%, 20%, au moment où il commence à être mal, il commence à se dire, bon, peut-être qu'on va mettre de l'eau dans notre vin, on va arrêter d'avoir des ennemis partout. C'est un homme extrêmement pragmatique, mais comme les durs, il est pragmatique à condition qu'il soit convaincu que ça soit utile de changer d'avis. Pour l'instant, on ne l'a pas convaincu. Et je voudrais simplement ajouter sur ce point un élément important que l'on a oublié, toujours une fois, par faiblesse et dislocation intérieure de ce que nous sommes, nous avons, nous, Européens, sous-traité notre frontière orientale à la Turquie, qui retient des centaines de milliers, voire des millions de migrants. Et il y a en permanence cette épée de Damoclès qui, évidemment, Erdogan en joue. C'est-à-dire que si on va trop loin, il y a toujours la possibilité que Erdogan envoie sur le territoire européen des centaines de milliers de migrants. C'est une réalité. Mais là, encore une fois, le problème, à la base, ce n'est pas Erdogan. Le problème, c'est nous. Comment a-t-on pu sous-traiter ce sujet-là à Erdogan? Alors, pour une raison très simple, je fais rapidement, c'est ça le problème de la culpabilité en géopolitique. Nous sommes le continent de la culpabilité, l'Europe de l'Ouest. Et le message que l'on envoie au reste du monde, on préfère que nos frontières soient des passoires et même accueillir des gens dangereux plutôt que d'être accusé d'être responsable de quelqu'un qui se noie en Méditerranée. Enfin, je m'excuse, mais le type qui paye des mafieux pour traverser illégalement une mer, c'est à ses risques et périls. Ça, on oublie le principe de responsabilité, c'est fini. C'est comme les voyous, maintenant, ils veulent une assurance vie. Hein. Un voyou, aujourd'hui, il ne veut pas avoir de blessure ou risquer de mourir quand il est arrêté pendant une poursuite. On est quand même une drôle d'époque. Hein. Le clandestin et le voyou veulent une assurance. Ils font quelque chose de totalement illégal, mais il ne faut surtout pas qu'il leur arrive quoi que ce soit. C'est assez extraordinaire. Hein. Donc voilà, je pense que si nous envoyons le message suivant, le patron de l'amiral, l'un des amiraux les plus importants de la marine italienne, disait il y a quelques mois dans une interview, si on me donne carte blanche, et ce ne sera pas un carnage, ce ne sera pas par la violence, hein, si on me donne carte blanche, j'ai le moyen non seulement d'empêcher toute personne d'immigrer sur notre terre, en tout cas vers nos frontières, mais il y aura encore moins de morts en Méditerranée parce qu'avec la marine et les marines même occidentales, on a de quoi bloquer un certain nombre de personnes et si on fait comme la Hongrie, c'est-à-dire, oui, un mur, c'est le mot qui fâche aujourd'hui, le mur, mais vous savez que le mur en Israël, il a réduit à 83% le nombre d'attentats suicides. C'est quand même pas mal. Les murs, parfois, c'est très utile. Hein. Je sais que ce n'est pas politiquement correct, mais un mur, c'est comme séparer un homme qui bat sa femme. Vous savez, pour la femme, c'est bien s'il y a un mur entre elle et son prédateur. Donc, le mur, parfois, ou une barrière, ça peut être protecteur. Et donc, si on envoyait ce message qu'on est capable de maîtriser les flux migratoires, et comme l'Australie l'a fait, et je répète, c'est quand même un pays démocratique, jusqu'à preuve du contraire. L'Australie, j'ai vu la campagne d'ailleurs en anglais, c'est assez impressionnant. On voit un général assez gradé de l'armée australienne dans un spot publicitaire dans tous les médias australiens et aussi adressé à l'étranger. Et le message est le suivant, no way. Il n'y aura aucune voie pour vous pour immigrer illégalement. Tout bateau illégal sera maintenu, il ne pourra même pas partir de ses côtes parce que notre marine va veiller à ce qu'il ne s'approche même pas vers notre direction. Donc, il n'y aura pas besoin de secourir qui que ce soit. D'ailleurs, le nombre de morts en mer est réduit presque à 0% depuis que l'Australie a pratiqué le No Way.
Et donc voilà, l'Europe, en fait, par sa culpabilisation, elle envoie un message de faiblesse, elle envoie le message selon lequel elle a peur de maltraiter des pauvres migrants qui sont quand même clandestins. Moi, je m'excuse, moi je suis fils d'immigrés, hein, comme peut-être comme Rafik aussi, enfin un nom ça veut rien dire, mais on est fils plus ou moins lointain d'immigrés. Bah, à mon époque, on émigrait légalement, et celui qui émigrait illégalement, il acceptait le prix à payer. Il savait qu'il y avait une règle du jeu. C'est comme le voleur à l'époque, il savait que s'il était pris, ben voilà, c'était la règle du jeu. Maintenant, on n'accepte plus la règle du jeu. On est totalement dans l'irresponsabilisation. Et moi, si j'étais un prédateur extérieur et que je vois le continent de la culpabilité, je ne me gênerais pas pour le culpabiliser. Et c'est uniquement pour ça qu'on a signé ces accords, parce qu'on n'a pas la capacité d'être ferme et d'envoyer un message aux migrants clandestins qui est le suivant: vous voulez immigrer chez nous, vous faites votre demande légale au consulat. Point final. On a oublié, c'est le b.a.-ba. Alors, pour un réfugié politique qui fuit des malheurs, c'est très différent. Les vrais, eux, ils ont d'autres voies pour venir sur notre territoire, mais même eux, on peut faire la sélection dans des spots, ce qu'a fait l'Australie, dans des îles assez lointaines. L'Australie a géré aussi les spots où on reçoit et on sélectionne les véritables personnes qui fuient des guerres. Et bien évidemment, c'est tout notre honneur de les recueillir. Mais la plupart de ceux qui arrivent en Europe, on le sait très bien, ne sont pas des réfugiés qui fuient des guerres. Tout à fait. Donc, une majorité de subsahariens, d'asiatiques et de maghrébins, beaucoup de maghrébins aussi. Tout à fait, Monsieur Delval. Donc, d'ailleurs, on s'inspire dans notre projet de l'exemple australien et on a effectivement prévu d'avoir des centres de rétention pour tous les demandeurs d'asile, pour venir les garder entre guillemets sous la main et non pas d'être confrontés à une évaporation de ces clandestins quand ils sont, enfin, en tout cas, quand ils deviennent clandestins, quand leur demande d'asile n'est pas acceptée. Alors, je me retourne à nouveau vers Eugène pour une nouvelle question, je suppose. Oui, tout à fait, Patrice. On a beaucoup de remarques de nos auditeurs sur le rôle des politiques accommodants, des politiques qui acceptent en gros de se faire corrompre sur ces questions d'islamisme avec le clientélisme. Et je vous relais la remarque de Luc Eric qui vous dit: tant que nous aurons des politiques accommodants qui tolèrent, reçoivent et laissent faire, nous aurons toujours le problème de l'islamisme en France. Ce n'est pas une question, mais je vous laisse réagir à cette remarque. Oui, alors je prends la parole. On parle beaucoup d'islamo-gauchisme. Mais ce qu'on ne dit pas assez dans notre pays, c'est qu'il y a un islamo-droitisme. C'est que oui, il y a du clientélisme aujourd'hui qui sont pratiqués dans beaucoup de collectivités locales. Et oui, il faut le dire, ce clientélisme n'est pas le monopole de la gauche. Vous avez des exécutifs locaux de droite, du centre, qui pratiquent exactement le même type de clientélisme. Et oui, c'est une plaie, c'est une calamité. Et ces collabos, parce que c'est de ça dont il s'agit, doivent être absolument démasqués. Et le rôle de la République, c'est de ne leur donner aucun espace pour qu'ils puissent pratiquer ce clientélisme. Je vais vous donner une proposition qui permettrait de les contrecarrer. Par exemple, faire en sorte que, d'une manière générale, une idée qui pourrait être intéressante, c'est de faire en sorte que les subventions, quelles qu'elles soient réservées aux associations d'utilité publique et aux associations sportives affiliées à une fédération nationale. C'est la seule hypothèse dans laquelle nous consentons l'idée qu'il puisse y avoir un financement public. Utilité publique, association d'utilité publique et fédération sportive affiliée à une association, à une fédération nationale. Dans toutes les autres hypothèses, plus de financement public, qu'il s'agisse d'associations à motifs religieux ou de ce que vous voulez d'autre. C'est un choix qui est tranché, qui permet d'éradiquer le clientélisme local et municipal et qui permet, bien au-delà de ça, de respecter l'argent des contribuables, parce que les contribuables, quand ils payent leurs impôts, ce n'est pas pour financer des causes associatives, c'est pour financer des politiques publiques. Et donc, les choses doivent être remises à leur place. Tout à fait, merci beaucoup, Rafik Smazi. Effectivement, notre projet a une approche globale à la situation de la France sur les différents plans, y compris sur ce plan-là. Et on pourrait aussi citer la limitation des mandats dans le temps à 2 consécutifs, ce qui permet d'éviter qu'un mandat, notamment électif local, devienne un métier, une fin en soi, et non pas un moyen, donc la volonté de servir et pas se servir. Parce que dès que ça devient une fin en soi, bien évidemment, c'est la porte ouverte
à tous les subterfuges pour maintenir son poste, dont, je dirais, une forme de collaboration avec nos ennemis. Monsieur Delval, vous vouliez réagir éventuellement à cette remarque? Votre micro. On ne vous entend pas. Oui, j'en ai parlé récemment avec la sénatrice Eustache-Brinio, qui est la rapporteure de la loi sur le, le soi-disant séparatisme islamiste qui est devenu conforter les principes de la République. Elle est aussi d'ailleurs avec Madame Delattre, l'une des deux sénatrices qui a suscité la commission d'enquête du Sénat sur la radicalisation islamiste, où j'ai eu l'honneur de pouvoir m'exprimer. Et la matrice de la réponse, à côté de l'éducation, hein, c'est interdire toute association islamiste qui adhère à un projet opposé à nos valeurs fondamentales. Ce qui est déjà le cas pour des mouvements d'extrême droite, ce qui est déjà le cas pour la loi permet d'interdire un certain nombre de propos ou de partis qui ont des valeurs violentes ou menaçantes, totalitaires. Donc, une fois qu'on aura interdit tout ce qui, dans l'islamisme, toutes les associations qui sont extrêmement dangereuses, le problème ne se posera même plus. On aura aucun élu ne pourra plus aller courtiser des islamistes, puisqu'il ne restera que des associations qui ont une conception apaisée et personnelle de la religion. Donc je reviens toujours à ça, c'est tant qu'on aura des associations islamistes qui existeront, même si on ne peut plus financer le culte, et je suis d'accord avec cette mesure, elle est très intéressante, j'avais jamais d'ailleurs pensé à cette mesure et je trouve qu'elle est nouvelle et novatrice, mais il y aura quand même des gens qui courtiseront les islamistes sur d'autres plans. Je ne donnerai pas de nom, mais je connaissais un élu de droite, ça rejoint ce que vous disiez, Rafik, malheureusement c'est vrai, un élu de droite que j'ai bien connu. Un jour, il a été à l'origine d'une proposition de loi, figurez-vous, pour condamner l'islamophobie, lui qui pourtant était très voltairien, qui n'aurait jamais pensé à condamner le christianisme. La christianophobie. Et je lui dis, étonnant ton propos, il m'a dit, tu comprends, dans ma mairie, moi je sais être que élu, je me rappellerai toute ma vie, il m'a dit, je ne sais faire que ça qu'être élu, et dans ma mairie, j'avais besoin de donner des gages aux frères musulmans, parce qu'ils ont su que j'étais en Israël avec une organisation juive, l'UPJF, ça a été mal vu, en plus juif de droit, etc., sioniste, donc pour ne pas être tout à fait carbonisé, j'ai été dans un sens et un peu dans un autre, je dis, mais tu te rends compte de toi qui es voltairien, parce qu'en plus c'est un vrai voltairien, donc, et il était membre de l'UMP, mon parti. Donc ce que vous dites est très vrai, Rafik. Et malheureusement, même autour de Sarkozy, il y a eu une très très grande, pour rester très gentil dans les termes, une très grande compromission avec le Qatar. C'est extrêmement grave. Et Sarkozy, ministre de l'Intérieur, bien qu'il ait beaucoup de qualités à côté de ça, il a regretté après. Il a fait le CFCM, le Conseil français de culte musulman, pour et par les frères musulmans, avec eux, en faisant voter par la superficie des mosquées pour être sûr que l'UOIF, les frères musulmans, remportent le premier scrutin, et c'était eux les présidents. Ils ont présidé la première mouture du CFCM. C'est extrêmement grave. Donc c'est vrai, il n'y a pas qu'un islamo-gauchisme, il y a un islamo-droitisme. De toute façon, la compromission, on l'a vu pendant la collaboration, elle a toujours été intercourant. Hein. La compromission et la trahison, regardez, pendant la collaboration, il y avait quelques personnes d'extrême droite, comme on l'a dit, mais parfois aussi, il y avait des gens d'extrême droite dans la résistance, donc c'est les deux, l'AF, mais on a eu aussi beaucoup d'anciens gauchistes qui avaient été, ça je l'ai appris récemment par un grand historien, même des gens qui avaient été des défenseurs de Dreyfus, qui sont devenus des collabos. Donc tout est possible. La trahison peut attirer n'importe qui. Et pour répondre à ce monsieur sur nos dirigeants, et là je conclurai là-dessus, on a les dirigeants qu'on mérite. Hein. Il ne faut pas attendre que les dirigeants deviennent vertueux. L'histoire nous montre une chose. De Valera, l'homme qui était à l'origine, l'un des deux à l'origine de l'indépendance de l'Irlande, disait « Tant qu'un traître à la gamelle bonne, excusez-moi de l'expression triviale, et que tout va bien pour lui, et qu'il n'a pas peur de trahir, et qu'il n'y a pas de représailles, je ne parle pas de représailles violentes, mais tant que ce n'est pas ennuyeux pour lui de trahir, ben il continuera à trahir. Par contre, si vous interpellez vos politiques, si vous les harcelez, attention, je précise, pacifiquement, hein, un peu comme le Tea Party avait fait. Vous savez que le Tea Party, c'est un mouvement qui a fait venir Trump au pouvoir, alors que 10 ans plus tôt, jamais personne n'aurait parié. Et un jour, un expert américain me dit, vous savez comment ils ont fait le Tea Party pour retourner le Parti républicain de l'intérieur? Ils ont cessé d'attaquer uniquement les politiques du camp adverse.
ils ont littéralement harcelé leurs élus pour que leurs élus cessent de trahir la droite républicaine en leur disant « Nous vous promettons que nous voterons plus pour vous » dans toute la circonscription, et ils réunissaient des pétitions de centaines de milliers de personnes. Soyez sûrs que vous êtes foutus, les démocrates passeront, mais vous perdrez. Et parce que vous nous avez trahis. Quelques années plus tard, le Parti républicain était totalement transformé. Les élites ne sont que l'expression de ce que le peuple laisse faire. La passivité est encore plus grave que la forfaiture des élites. Je crois que c'est Charles Péguy qui disait que le véritable mal, c'est la passivité des masses qui laissent faire le mal. Ceux qui laissent faire quelque chose de mal sont encore plus ou autant responsables que la personne qui trouve finalement une grande opportunité à trahir. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Delval. Et là, vous rejoignez quelque part le sentiment que je vous évoquais tout à l'heure d'une évolution positive de la société française avec un retour du patriotisme au sein des masses et de l'envie d'entreprendre aussi. Et donc, il faut que quelque part la cocotte minute, si vous me permettez cette expression, boue suffisamment pour pousser nos dirigeants à faire assaut de patriotisme, ce qui est déjà un petit peu le cas parce que je note désormais que de l'extrême gauche à l'extrême droite, désormais, on pavoise ces meetings. D'ailleurs, excusez-moi de vous couper, je fais très vite. L'histoire de Strasbourg, c'est une réaction de la société civile qui dit stop à la compromission. Et l'histoire de l'islamo-gauchisme également. Et dans les deux cas, le gouvernement actuel est plutôt dans le bon camp parce qu'il voit qu'il y a une pression et qu'il perdrait des électeurs à ne pas être dans le bon camp. Moi, en ce moment, je trouve que Macron est pas mal sur l'islamo-gauchisme et Darmanin aussi, et sur l'islamisme, mais parce que ça vient du peuple. Ça vient des électeurs qui ont dit c'est scandaleux, les réseaux sociaux, les journaux. Donc, effectivement, je pense comme vous, j'ai l'impression qu'il commence à y avoir des réactions. Tout à fait. Alors je vois que l'heure tourne et on a passé le cap des 20 heures. Donc, une dernière question, Eugène? Oui, tout à fait. Une dernière question, Patrice, qui pourra peut-être servir de base de conclusion pour cet échange, ce débat. Une question de Gérard. Gérard vous demande, à partir de quel moment pensez-vous que nous serons à un point de non-retour sur ce sujet de l'islamisme? En gros, je traduis la question de Gérard. Est-ce qu'il est déjà trop tard ou quand sera-t-il trop tard pour agir sur ce sujet? Si vous permettez, je laisserai Rafik conclure, parce que c'est lui le président, et je vais être très rapide. Je pense qu'il n'y a jamais de point de non-retour. Et moi, ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, ce n'est pas uniquement la menace chinoise ou la menace islamiste ou Erdogan ou les racailles, etc. Ce qui me fait le plus peur, c'est que les personnes qui pourraient faire partie de la solution, qui pourraient faire prendre conscience, développer l'amour de la France, le transmettre, faire des réunions, des discours, transmettre leur amour du pays, et donc qui pourraient redonner le moral aux troupes. Aujourd'hui, les gens les plus lucides, qui aiment bien Zemmour, qui lisent Valeurs Actuelles, etc., moi, je vois les commentaires de mes articles dans Valeurs Actuelles, je ne vois qu'un discours pessimiste. Les gens me disent « c'est trop tard, on est foutu ». Mais qui sont, excusez-moi, je vais être un peu violent, mais qui sont les salauds qui ont mis dans l'esprit de nos compatriotes qu'on était foutus? Est-ce qu'à l'époque de la guerre de 100 ans, quand Jeanne d'Arc redonne le moral aux troupes, ceux qui disaient on est foutus avaient raison? Est-ce que pendant la collaboration, beaucoup de collabos, comme vous le savez, n'étaient pas des idéologues pro-nazis, c'était des gens qui pensaient que comme on était foutus, on se rallie à l'ennemi. Quand vous pensez que c'est foutu, sachez que vous n'êtes pas loin de la collaboration. C'est ce que m'a dit un résistant historique, un de mes amis, Griotret, Alain Griotret. Un jour, je lui ai exprimé une idée un peu pessimiste. Il s'est levé, j'étais tout jeune, j'avais même pas 30 ans, et il me dit « Ne parle plus jamais de manière pessimiste devant moi, parce que les pessimistes, c'est ceux qui donnent raison à l'ennemi, parce que finalement, il l'encourage, il donne le moral à l'ennemi, alors qu'il faut faire l'inverse, il faut transmettre l'optimisme. Nous allons gagner. » Donc, et même si un jour il y avait 50% de musulmans en France, 60% de musulmans en France, même là, ça ne veut pas dire que c'est foutu. C'est parce que ce qui compte, c'est ce qu'on a dans la tête. Si on transmet aux gens des valeurs de laïcité, de république, de fraternité, de liberté et d'amour de l'Occident, peu importe que les gens soient à tant de pourcents d'origine étrangère. Tout est une question de valeur. Et il y a même des pays musulmans avant nous qui étaient beaucoup plus durs envers les islamistes que nous. Sous Atatürk, c'était impossible d'être islamiste et d'exprimer la moindre idée islamiste. On ne pouvait même pas être voilé, même dans la rue, sous Atatürk. Et sous Bourguiba, l'ancien président de Tunisie, il était beaucoup plus difficile d'être islamiste qu'en France aujourd'hui. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Merci beaucoup, Monsieur Delval. Rafik Smati. Un optimisme lucide doit nous animer. Évidemment,
Évidemment que le pire n'est jamais certain, et c'est tant mieux. Si je considérais que la messe était dite, pardonnez-moi cette expression peu laïque, mais si je considérais que la messe était dite, eh bien, je ne serais pas en train de me battre aujourd'hui. Si je me bats aujourd'hui, c'est que je considère qu'il y a une voie pour offrir à mes enfants, à tous les enfants de France, un pays qui soit prospère, fraternel et égalitaire. C'est quelque chose qui est fondamental. On n'a pas eu l'occasion de parler des atouts de la France, on en fera une autre fois. Nous sommes le pays sans doute qui avons le plus d'atouts dans le monde, qui avons le plus de ressorts, qui avons le plus de force en nous pour pouvoir justement passer cette épreuve. Et c'est là où il faut être lucide, effectivement, c'est difficile. Si on devait résumer la pensée qui m'anime, je paraphraserais la formule de Clermont-Tonnerre qui a été prononcée à l'époque de Napoléon, quand il s'agissait des Juifs à l'époque. Tout accorder aux Juifs en tant que citoyens français et ne rien accorder en tant que nation. Eh bien, c'est exactement le sujet qui se pose, qui se présente à nous aujourd'hui, s'agissant de la religion musulmane. Tout accorder aux musulmans en tant que citoyens français. Un musulman en France est un Français parmi les autres Français et il fait partie de la communauté nationale. Mais ne rien accorder à l'islamisme, à l'islam politique, en tant qu'idéologie politique. Ne rien accorder, ne rien transiger. Un équilibre subtil entre la fraternité, entre la nécessité de faire nation, de faire peuple, de former une seule et même communauté, quelles que soient nos origines et nos croyances, ou les non-croyances, et puis le refus absolu d'accepter une idéologie qui soit parallèle sur le terrain du temporel, là je ne parle pas du spirituel, sur le terrain du temporel, une idéologie qui soit parallèle à celle de la République française. C'est un enjeu qui est un enjeu civilisationnel immense. La France est au carrefour de cet enjeu pour plein de raisons, pour des raisons historiques, pour des raisons démographiques. Je crois que si nous réussissons en France, et nous le réussirons, à réussir cette équation, eh bien nous serons identifiés aux yeux du monde et probablement aux yeux de l'histoire comme étant le phare qui aura réussi à passer ce moment de l'histoire extrêmement difficile et qui permettra à tous les Français de pratiquer leur foi en toute sérénité, tout en contribuant à un grand destin national qui s'appelle la France. Merci beaucoup Rafik Smati, merci Alexandre Delval, merci d'avoir accepté ce débat. Beaucoup sont à l'écoute ce soir, hein, sont très nombreux à avoir assisté à ces échanges. Et effectivement, on termine sur une note relativement positive, en tout cas un optimisme lucide, un optimisme de combat, mais non pas un optimisme béat du naïf, mais l'optimisme de ceux qui savent à travers l'histoire que quelques individus peuvent changer le destin d'une nation, voire même, en l'occurrence, de l'Occident. Donc, merci à tous et à toutes, et je donne rendez-vous à ceux qui nous écoutent pour un prochain débat, donc avec Corinne Lepage, sur un autre sujet, après l'insécurité identitaire quelque part, l'insécurité environnementale, et donc un débat sur le sujet du développement durable et comment faire de la France le pays leader du monde développé en la matière. Donc, 1er avril, 18h30. Je voudrais simplement, pardon Patrice Liban, d'abord remercier Alexandre Delval de s'être rejoint à nous et d'avoir pu trouver un moment dans son agenda qui est extrêmement chargé. C'est extrêmement important de mettre le débat au bon niveau et vous y contribuez grandement. Merci Patrice pour l'organisation de ce débat. Merci à Eugène et à Thierry qui sont dans les coulisses. Et puis je voudrais aussi remercier toutes les équipes d'Objectif France qui sous la direction de Laurent Mudry, ont contribué à travailler sur le programme laïcité, ont débroussaillé un terrain extrêmement difficile et nous permettent aujourd'hui de proposer un certain nombre d'idées qui sont audacieuses, disruptives, dont nous pensons qu'elles sont aujourd'hui l'une des solutions qui permettra à notre pays de sortir de l'ornière. Donc merci à vous tous. Merci, bonne fin de soirée, merci. Au revoir. Au revoir.